Oui, bon, bonjour à toutes et tous. Vous êtes connectés, j'imagine, et j'espère que vous nous voyez et vous nous entendez. Donc, bienvenue à cette matinale CSE. Vous savez peut-être, nous organisons ces matinales CSE au rythme de 4 par an et elles sont réalisées par le comité CSE du Conseil de l'Ordre de Paris, Île-de-France. En fait, pour ceux qui ne le sauraient pas, au niveau du Conseil de l'Ordre, nous avons un certain nombre de comités techniques sur des thématiques diverses et variées, dont celle des CSE. Et nous sommes un certain nombre de confrères qui partageons et échangeons nos expériences sur ces sujets-là. C'est relayé également au niveau national, au niveau du Conseil national. Il y a des publications que vous pouvez voir en ligne sur Bibliothèque ou le site du Conseil national. Le CSE n'est pas toujours connu par tous les experts comptables. Il faut dire que vous connaissez bien l'appellation comité d'entreprise, les entreprises qui, pendant 75 ans, a sévi, et donc depuis peu d'années, ça donne place maintenant au CSE, comité social et économique. Et donc nous organisons ces matinales avec des thématiques diverses, animées par des confrères ou des consoeurs qui sont des sachants sur le sujet. Ce matin, nous avons l'honneur et l'avantage d'avoir avec nous deux fidèles de notre comité qui sont présents depuis longtemps et qui ont une véritable expertise sur les sujets des CSE qu'ils pratiquent au quotidien. C'est Philippe Gervais et c'est Francis Marquand. Et la thématique du jour est l'accompagnement de l'expert comptable dans le cadre du volet social de la mission sur les orientations stratégiques. Alors, juste pour planter le décor, pour ceux qui ne le sauraient pas, les CSE peuvent avoir recours aux experts comptables dans différents cas de figure. Un, pour la comptabilité du CSE. Deux, pour les consultations qui sont réalisées par l'entreprise et auxquelles ils sont conviés et où ils ont un avis à donner. Et dans le cadre de ces consultations, il y en a une qui s'appelle les orientations stratégiques, auxquelles ils ont donné un avis, et où l'expert comptable peut être nommé pour éclairer les élus du CSE pour mieux comprendre et se prononcer dûment éclairé. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans ce que j'ai à dire et passer tout de suite la parole à Philippe Gervais, juste en vous disant au préalable que sur le côté droit de votre écran, vous avez un panneau et sur ce panneau, vous voyez peut-être la mention chatter, C-H-A-T-E-R, sur lequel, ou lorsque vous cliquez, vous pouvez indiquer un message, puisque bien entendu, comme nous sommes plus d'une centaine ce matin, on ne va pas pouvoir tous échanger sans organisation, donc la parole sera aux intervenants, mais par contre, vous pouvez communiquer par écrit en étant sur chatter et nous verrons vos questions, on essaiera d'y répondre en même temps. J'espère que tout le monde entend bien, puisque je vois un message d'un auditeur, une auditrice qui indique qu'elle n'a plus de son. J'espère que ça va s'arranger et que les autres, pour les autres, n'avaient pas ce problème-là. Merci. Donc, je lance la matinale. Donc, Philippe, à toi la parole. Philippe, tu m'entends? Ah oui, je t'entends. J'avais été désactivé. Ah d'accord. Voilà, donc tu peux démarrer. Voilà. Ok, merci Jean-Luc. Je vais peut-être reprendre. Enfin, bonjour à tous. J'ai pas entendu l'introduction de Jean-Luc, c'est les petits aléas matériels. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend, Philippe. Parfait, excellent. Donc, ce matin, nous allons parler de la mission sur les orientations stratégiques pour les CSE, mais sous un angle spécifique, son volet social. Son volet social, donc nous sommes deux pour cela, donc moi-même Philippe Gervais et puis Francis Marquand. Je ferai la première partie de l'exposé, je passerai ensuite la main
à Francis, et puis comme a dû l'expliquer Jean-Luc, mais j'ai pas pu entendre son exposé introductif, un petit moment pour que vous puissiez intervenir ou poser des questions. Et puis n'hésitez pas à utiliser le chat. Francis le regardera pendant que je parle, et vice versa ensuite. Donc ceux d'entre vous qui ont une expérience de travailler à la demande des CSE connaissent certainement la mission, c'est les orientations stratégiques. Par contre, assez souvent, d'abord par les entreprises elles-mêmes, son volet relatif à toutes les questions sociales est souvent mal mis en valeur, et je pense qu'on a réellement un rôle important, positif à jouer en ce sens. Alors peut-être pour démarrer, bon, vous brossez à travers ce petit sommaire un scope global de ce dont on va parler ce matin. C'est principalement de gestion prévisionnelle des emplois ou des gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels, tout ce qui est lié autour des questions d'emploi, des formes d'emploi, des compétences des salariés, et évidemment, puisqu'on est en stratégie, sur un axe très prospectif. C'est pas inutile de regarder ensemble l'article du Code du travail qui régit la consultation sur les orientations stratégiques. Il est assez court, mais il dit bien ce qu'il doit dire, hein, à savoir que le CSE est consulté sur les orientations stratégiques, mais aussi sur leurs conséquences, et ça, je pense, c'est un point tout à fait important. La consultation porte également sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle. Donc c'est clairement de ça dont il s'agit et sur lequel nous allons échanger ce matin. Et puis, il ne faut pas oublier un élément important, il est que dans le cadre de cette consultation, le CSE émet un avis et peut proposer des orientations alternatives. Et ça porte bien sûr sur la stratégie, mais aussi sur la façon de gérer les conséquences de la stratégie et sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors si on se penche un peu plus sur les éléments contenus dans cette consultation, les conséquences sur l'activité, elles sont listées dans le Code du travail, et c'est un peu la trame à la fois de la consultation du CSE et de la mission que nous pouvons faire à sa demande. Ces conséquences, c'est sur l'emploi, sur l'activité elle-même, son contenu et son volume, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail. La stratégie peut avoir des incidences sur l'organisation du travail, Francis le développera tout à l'heure. Le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires, à des stages, dans toutes les formes d'emploi font partie du scope et des sujets sur lesquels l'employeur et les représentants du personnel doivent échanger, et sur lesquels les représentants du personnel sont consultés. Et puis ça comprend aussi en tant que tel, et c'est explicite dans le cadre légal, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les orientations de la formation professionnelle et le plan de développement des compétences. Donc ça, c'est le champ sur lequel, quelque part, nous pouvons, où le CSE peut nous demander d'intervenir. Et je pense qu'il est important, pour bien visualiser le poids de cette consultation et le potentiel qu'elle a, il est important de bien se mettre en mémoire la relation qui s'instaure entre le comité social et économique et les organes de gouvernance, conseil d'administration ou conseil de surveillance. On l'utilise pas toujours pleinement, et je pense qu'on a intérêt à conseiller les représentants du personnel de l'utiliser pleinement. C'est-à-dire qu'ils votent un avis. Là, pour le coup, on reste dans un schéma classique, consultation du CSE qui donne un avis. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cet avis est transmis au conseil d'administration, au conseil de surveillance, et que celui-ci doit en retour formuler une réponse argumentée à cet avis.
Le CSE peut même, s'il le souhaite, à nouveau réagir à la réponse du conseil d'administration. Donc il y a bien un aller-retour et un dialogue qui s'installe entre le CSE et le conseil d'administration ou de surveillance. Dans la vraie vie, ce dialogue est encore facilité quand le CSE a un représentant au conseil d'administration, ce qui est sur les cas de figure maintenant relativement fréquent. Ça veut aussi dire évidemment que l'avis transmis n'est pas simplement positif ou négatif, mais que le CSE argumente à la fois son avis et ses éventuelles propositions. Alors, je vous le disais en introduction, cette mission vise très explicitement à anticiper. Ça fait partie, c'est par essence la mission tournée vers l'avenir. Et le CSE doit avoir accès à des informations prospectives. Et là, même si le fonctionnement de la BDESE, base de données économiques et sociales, qui est devenue et environnementale l'année dernière, même si la pratique autour de cette BDESE reste disparate sur les entreprises, son cadre fixe bien le cap. Elle doit fournir des informations sur les années antérieures, sur l'année en cours et sur les 3 années suivantes. Ça peut être des données chiffrées ou des grandes tendances, mais si les informations ne sont pas données sur ces 3 années à venir, l'employeur doit en justifier. Donc évidemment, le CSE a accès à ces informations-là, la base de données économiques et sociales environnementales lui appartient. L'expert comptable sollicité par le CSE a accès évidemment à la base de données économiques, sociales, environnementales, mais en tant qu'expert comptable, nous avons accès, au-delà de ça, à toutes les informations qui pourront nous être utiles. Et il faut insister dans le cadre de ces missions à caractère prospectif sur l'importance que peut avoir et l'utilité que peut avoir la recherche d'informations publiques externes à l'entreprise. Je pense en particulier à tout ce qui peut être études prospectives sectorielles ou études prospectives sur les secteurs clients de l'entreprise, et aussi tout ce que vous pouvez trouver dans les observatoires de branches de l'emploi. C'est-à-dire que les branches professionnelles ont des organismes paritaires qui peuvent être organisés de façon un peu différente selon les branches, mais quasiment toujours un endroit où sont étudiées les évolutions des métiers et de l'emploi de la branche, et c'est d'une lecture pour ces missions extrêmement utile. En général, c'est assez facile à trouver sur Internet. Alors, ces consultations, si on précise quelques éléments d'organisation et matériel, elles sont prévues, la périodicité de la consultation est prévue par accord et doit être au minimum tous les 3 ans. Et s'il n'y a rien de prévu dans les accords, en général, s'il y a quelque chose de prévu, c'est dans l'accord de constitution du CSE. S'il n'y a rien de prévu par accord, la consultation est annuelle. De ce fait, une des premières informations à demander quand un CSE nous mandate, c'est les accords constituant le CSE, de façon à voir qu'est-ce qui est prévu dans ces accords. Et puis, comme maintenant l'essentiel des consultations, le délai de consultation du CSE en cas de recours à un expert comptable, il est prévu par accord, soit un accord antérieur, soit un accord au moment du démarrage de la mission. Et s'il n'y a pas d'accord particulier, le délai de consultation du CSE est de 2 mois. Et donc notre mission, y compris l'envoi de notre rapport, s'insère dans ce délai de 2 mois. Alors si maintenant on a posé un peu le cadre formel et les orientations que peut avoir cette consultation, si on rentre un peu dans le contenu de ce qu'est et de ce que recouvre la notion de stratégie et de gestion des compétences, de gestion prévisionnelle de l'emploi, il faut avoir en tête que la stratégie n'a pas forcément le même angle de vue, n'est pas appréhendée de la même façon selon qu'elle est regardée par telle ou telle partie prenante dans l'entreprise, voire en dehors de l'entreprise. C'est-à-dire que la direction générale ou les actionnaires ont la même stratégie, en ont une certaine vue. Le DRH ou les salariés la verront sous un autre angle.
Et puis, si on allait voir les collectivités territoriales, elles la verraient sous un troisième angle qui est celui de l'ancrage sur le territoire et du développement sur le territoire. Donc, la même stratégie qui fixe les objectifs prioritaires de l'entreprise, qui définissent les moyens à mettre en œuvre pour atteindre cette stratégie en termes d'investissement, de choix de portefeuille d'activité, d'alliance, la façon d'organiser la gouvernance pour qu'elle soit cohérente avec la stratégie. La même stratégie sera questionnée ou vue autrement par d'autres parties prenantes. Je pense si on se met à la place, par exemple, du DRH ou des salariés, la question qui se posera, c'est quelles ressources humaines j'ai besoin pour réussir cette stratégie qui a été définie par le conseil d'administration, la direction générale. Dans quel sens va se développer l'entreprise pour anticiper mes besoins en compétences, en effectifs. Si on se place du point de vue d'un salarié, est-ce que ça va changer quelque chose sur mon travail ou est-ce que ça ne va pas changer quelque chose sur mon travail? Est-ce que ça crée des opportunités de parcours professionnel pour moi ou est-ce que ça n'en crée pas? Est-ce qu'il y a des risques pour mon emploi ou pour mes perspectives d'évolution ou pas? Donc c'est la même, voilà, sur une même stratégie, les questions posées peuvent être très différentes selon à qui on s'adresse. Est-ce que le potentiel humain de l'entreprise sera bien utilisé ou pas? Je vous quelques exemples. J'ai travaillé il y a quelques années pour une entreprise qui avait une stratégie très forte d'internationalisation. Et il s'avérait que les salariés y adhéraient pas beaucoup. Et quand on a posé le sujet, on s'est aperçu que finalement, cette stratégie absorbait presque la moitié des ressources financières de l'entreprise. Et sur les 7000 salariés de l'entreprise, il n'y avait que quelques dizaines de salariés pour lesquels ça avait apporté un plus professionnel en matière de parcours, des cadres supérieurs ou des cadres dirigeants qui se retrouvaient être en mobilité géographique pour diriger des filiales et par ailleurs à d'autres endroits les moyens pour investir étaient un peu insuffisants. Donc c'est un exemple vraiment de lien entre la stratégie et les aspects sociaux. Vous avez sans doute d'entre vous qui sont sur les missions pour les CSI, vu aussi des cas où les orientations prises amènent à, par exemple, augmenter la sous-traitance sur tel ou tel aspect, et ça peut être vu de différentes façons par les salariés. Pour certains, être vu comme réduisant des possibilités, des opportunités, pardon, d'évolution professionnelle. Donc, notre rôle, c'est évidemment de travailler pour les représentants du personnel, donc clairement de prendre en compte l'angle sur lequel ils voient la stratégie et donc l'angle social sous lequel ils voient leur stratégie. Il s'agit bien sûr aussi de leur faire comprendre l'ensemble des dimensions et la façon dont la stratégie est vue, pilotée et conçue par l'entreprise, et donc qu'ils aient bien aussi en tête quelle vision en ont l'actionnaire, en ont les dirigeants. Je pense que ce volet-là est souvent plutôt bien explicité par l'entreprise et le dialogue va assez naturellement dessus. L'angle social est souvent moins explicité par l'entreprise dans les documents qu'elle présente, et c'est là que notre rôle pour le mettre plus en évidence peut être tout à fait décisif. Alors, si on regarde le lien, c'est important, entre la stratégie de l'entreprise, que ce soit la vision globale de la stratégie ou les plans d'action et la façon de les mettre en œuvre, et puis ce qui relève des éléments relatifs au social, à l'évolution des compétences, à l'évolution de l'emploi en termes de volume ou en termes de contenu des métiers. On a assez souvent au sein des entreprises un travail qui permet de mesurer ou d'évaluer quelles sont les conséquences de la stratégie sur le volume d'emploi. On peut avoir dans certaines entreprises, par exemple, des projections d'emploi en fonction du volume d'activité en sens attendu, ou sur certains métiers, au contraire, d'une absence de croissance. On peut avoir assez souvent des éléments sur tel métier va se développer ou ne va pas se développer, on va en parler juste après. Mais on a rarement le schéma inverse qui est à partir des ressources humaines de l'entreprise, de ses compétences, en quoi elles peuvent
être une richesse pour l'entreprise, un potentiel pour servir les clients actuels ou d'autres clients, et en quoi ces compétences actuelles de l'entreprise peuvent en elles-mêmes receler des opportunités pour le développement de l'entreprise, l'amélioration de ses services, son renforcement. Et je pense que c'est important d'avoir, même si c'est pas facile et les entreprises ne fonctionnent pas toujours comme ça, d'avoir cette logique. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on a, avec la transition écologique, un certain nombre de secteurs qui sont fortement bousculés. Et si vous avez comme client une usine qui fabrique des injecteurs diesel, on sait très bien qu'à échéance de quelques années, ça déclinera. Si on ne se pose pas de questions particulière, on va forcément avoir une vision très pessimiste qui est à la fin l'usine va fermer, quoi, puisqu'il n'y aura plus de moteur diesel de produits plus tard en 2035. Si on se dit en fait cette entreprise sait produire en grande série des pièces avec une précision forte, on peut se poser la question de qu'est-ce qui peut exister comme autre marché qui va se développer, sur lequel on a besoin de compétences de ce type, et ça peut ouvrir des possibilités. En tout cas, c'est notre rôle d'explorer ce type de questionnement. Alors, vous avez peut-être dans les missions sur à la demande des CSE sur la stratégie et la GPEC, eu aussi à entendre parler ou à traiter d'accords de GPEC et de l'obligation de négocier un accord de GPEC. On a parfois d'ailleurs certains représentants du personnel, voire des RH qui confondent l'obligation de négocier un accord de GPEC et la consultation annuelle sur les orientations stratégiques, leurs conséquences et la GPEC. Bon, là, la consultation, elle est annuelle, sauf accord qui la mettrait tous les 2 ans ou 3 ans. La négociation obligatoire sur la gestion des emplois et des parcours professionnels fait partie des 3 consultations obligatoires, hein, les 2 autres étant la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et la négociation qui comprend plusieurs éléments sur les conditions de travail, l'égalité professionnelle notamment. Cette négociation, elle est obligatoire et elle est triennale, donc tous les 3 ans, et porte sur le même sujet que la partie GPEC de la consultation. Et dans la pratique, il est extrêmement utile, si on veut être pertinent, de prendre en compte cette consultation, cette négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à plusieurs titres. D'abord, cet accord fixe le cap en matière de GPEC pour les 3 ans. Peut-être l'un d'entre vous doit avoir un tout petit peu de bruit à côté de son PC, on l'entend, donc s'il peut désactiver son micro. Merci. Donc cet accord fixe le cap puisqu'il a été négocié, signé entre l'entreprise et les représentants syndicaux. On fixe le cap, donc c'est aussi un élément important à prendre en compte dans nos analyses quand on est sollicité. Un accord de ce type peut par exemple prévoir d'investissement en formation sur tel et tel champ. Il peut prévoir, ça m'est arrivé d'aider en négocier, il peut prévoir un plan de départ volontaire sur certains métiers. Il peut prévoir des choses relativement structurantes et ça fait partie quelque part du diagnostic. Et puis, il y a 2 autres éléments qui peuvent être d'une valeur ajoutée importante. C'est qu'il est souvent souhaité par les représentants du personnel, en tout cas s'ils n'expriment pas la demande fortement, moi je vous recommande de les solliciter sur ce sujet-là. Les représentants du personnel apprécient souvent beaucoup qu'on les aide à faire le bilan de la mise en œuvre de cet accord. Les représentants syndicaux s'impliquent dans la négociation, s'impliquent en signant et en portant un accord,
et ils sont attachés à ce qu'ils soient appliqués correctement, loyalement, à ce que les moyens soient mis en œuvre, à ce qu'il y ait un bon suivi de cet accord et suivi des projets qu'il peut comporter. Et donc, si dans le cadre de notre mission, on note des éléments de bonne application de cet accord ou à l'inverse d'insuffisante implication de cet accord, mon expérience est qu'il est très très utile de les faire remonter. Ça intéressera même parfois, même souvent le DRH, parce qu'une partie de la mise en œuvre de cet accord dépend de ses équipes, une partie peut dépendre des responsables opérationnels des différentes activités de l'entreprise, et en tout cas on a, je pense, un rôle entre guillemets d'aiguillon positif en faisant du retour sur la bonne application de cet accord. Et on peut également, dans les recommandations que peut comporter nos travaux et notre rapport, pouvoir faire des recommandations en vue de l'accord de l'accord futur sur la prochaine étape de négociation triennale. Donc, si sur nos constats on identifie des champs de progrès, des éléments à faire évoluer, je pense qu'il est vraiment de notre rôle, et c'est une valeur ajoutée qu'on se doit d'apporter, de faire des recommandations en vue soit de la meilleure application de l'accord en cours, soit du futur accord qui sera négocié au bout de 3 ans. Alors, vous aurez peut-être quelques cas où il n'y a pas eu d'accord parce que soit l'entreprise n'a pas ouvert une négociation qu'elle devait ouvrir, soit parce que l'entreprise et les délégués syndicaux ne sont pas mis d'accord. Dans ce cadre-là, l'entreprise doit produire un document, en tout cas des orientations stratégiques unilatérales, un peu comme dans une NAO, sur les salaires, elle prend des décisions unilatérales. Et dans ce cas-là, vous pouvez solliciter l'entreprise sur quelles orientations est la prise en défaut d'accord sur la GPEC. Concrètement, il est assez fréquemment, elle oublie de le formaliser dans un document qui ad hoc, mais dans les faits, elle a des orientations, même si elles ne sont pas bien formalisées. Alors, tout ce qui relève de la GPEC et des éléments sociaux autour de la stratégie ne sont pas des informations ou des documents normalisés comme nous pouvons en avoir l'habitude quand nous travaillons sur des documents comptables ou financiers. En ce sens, chaque entreprise choisit ses méthodes, chaque entreprise définit ses priorités, et si vous avez bien sûr des éléments de technique RH et de méthodologie qui sont entre guillemets dans le paysage et sur le champ professionnel des ressources humaines, vous trouverez inévitablement des choses qui sont relativement différentes d'une entreprise à l'autre. C'est lié à plusieurs éléments. Ça peut être lié déjà au type d'activité et de marché sur lesquels est l'entreprise. Une entreprise qui travaillera sur des projets d'investissement à long terme, une entreprise qui travaille sur des projets d'investissement à long terme. Oui, je me permets de revenir vers l'un d'entre vous. Il y a toujours un bruit qui, je pense, peut-être gêne les autres auditeurs. Si la personne peut couper son micro, c'est très gentil. Donc une entreprise comme par exemple dans le secteur aéronautique, où le développement d'un nouvel avion peut se dérouler sur un cycle d'une dizaine d'années, la planification fait partie du modèle économique de l'entreprise, et les entreprises ont une visibilité
sur une durée longue, qui peut être 5 ou 10 ans, sur des entreprises qui sont sur des marchés beaucoup plus mouvants. On a parfois j'avais il n'y a pas longtemps une entreprise de prestations sur des questions de sous-traitance ingénierie. Le pilotage est beaucoup plus court terme. On est souvent sur un pilotage quel est le plan de recrutement, quel est le plan de recrutement en 1 an. Donc la première, si on se projette sur les méthodes de GPEC, il y a notamment en termes d'horizon et de capacité à anticiper et planifier, à prendre en compte la visibilité stratégique et commerciale du secteur d'activité. Bon, et là, on revient à des choses sur lesquelles nous, comme experts comptables, on a l'habitude d'agir. Donc derrière la question de prospective sur l'évolution des compétences en fonction de la nature et du volume de l'activité future et l'effet sur le volume d'emploi et sur le contenu du métier, il y a beaucoup de sujets qui sont soulevés, que les entreprises prendront en compte, sur lesquels elles s'appuieront fortement ou moins fortement. Donc, les principales que vous avez sur la diapositive, c'est la formation. C'est-à-dire que la politique de formation de l'entreprise est un point qui est quasiment toujours un point fort quand on se projette sur les questions de gestion personnelle de l'emploi. On est depuis un certain temps de façon larvée, mais depuis la sortie de la crise sanitaire, de façon très très visible, dans une période structurellement plus tendue sur le marché du travail et donc avec beaucoup plus de secteurs qui ont des difficultés de recrutement. Et donc là, moi, je vois dans les entreprises avec lesquelles je travaille des difficultés de recrutement et des entreprises qui se disent je dois fortement renforcer ma politique de formation, par exemple des entreprises de transport qui n'arrivent plus à recruter de conducteurs déjà formés, mais qui recrutent parmi des personnels qui ne sont pas conducteurs chez eux, des gens qui ont envie de devenir conducteurs. Donc c'est des choses qu'on ne voyait pas beaucoup moins il y a quelques années, qu'on voit beaucoup maintenant. Et en tout cas, c'est une question qu'on doit, à mon sens, poser fortement dans les entreprises quand on intervient sur ces missions, stratégie et GPEC. Et la question des mobilités internes est également très très liée, puisque les entreprises auront inévitablement dans la période à venir à faire plus progresser leurs salariés, ont besoin de faire plus progresser leurs salariés en interne pour les former face aux difficultés de recrutement. Alors les mobilités externes sont aussi dans certaines entreprises un sujet, notamment pour les entreprises qui sont en déclin ou qui sont sur des marchés très, très matures où les gains de productivité vont plus vite que les croissances d'activité. Donc vous verrez où il peut intervenir dans des discussions sur la GPEC, la mise en place de plans de dispositifs de rupture conventionnelle collective, de plans de départ volontaire. C'est parfois mis sur la table, soit à l'occasion de la discussion et de la négociation de l'accord de GPEC, ou dans le cadre d'une négociation, une consultation sur la stratégie et la GPEC. C'est aussi un moment où l'entreprise est devant faire un exercice prospectif, ou si elle ne le fait pas, on est l'aiguillon pour que la réflexion intervienne, peuvent se repérer des risques sur l'emploi, et ça peut permettre d'alerter les représentants du personnel sur ces risques et d'essayer soit de trouver des solutions économiques alternatives, soit d'anticiper ces risques et de mettre en place des dispositifs qui puissent être plus sécurisants pour l'emploi des salariés concernés, comparé à une situation où on attend le dernier moment et le couperet tombe avec un plan social et des licenciements secs.
sur les sujets d'emploi, évidemment, les recrutements font partie, les plans de recrutement, les politiques de recrutement font partie de cette consultation. Quand on regarde, et on le regarde quand on fait, par exemple, une analyse du bilan social, quand on regarde par exemple les pyramides des âges sur certains métiers, on repère assez facilement que certains métiers vont se retrouver à avoir des besoins de recrutement importants. J'ai eu le cas il y a pas longtemps sur une entreprise qui faisait des machines-outils et pour lesquelles 40% de la population de monteurs qui allaient chez les clients monter les machines avaient 55 ans et plus. Bah là, on a identifié un risque pour l'entreprise et la pérennité des compétences et un besoin de recrutement avant que les salariés partent, parce que le temps de formation sur ces compétences-là et pour que la personne soit complètement opérationnelle et autonome et de plusieurs années. Les moyens d'accompagnement RH, c'est tout ce que l'entreprise prévoit pour mettre en œuvre ces politiques RH sont des points importants. Hein. Ça peut aller de la mise en place des entretiens annuels pour repérer les salariés qui ont envie de progresser dans l'entreprise. Ça peut relever du budget formation. En tout cas, entre une entreprise qui a des moyens d'accompagnement RH et une entreprise qui n'en met pas en œuvre, on constate ensuite dans les résultats en matière de politique RH des différences qui peuvent être sensibles et notamment pour tout ce qui est le pilotage des parcours professionnels. La politique vis-à-vis des seniors est un point souvent dans les entreprises important parce que le sujet est souvent mis sur la table au sens sous l'angle des conditions de travail et de personnel senior qui peuvent dans des métiers physiques être un peu usés, fatigués ou sujets à maladie professionnelle, mais c'est aussi un sujet de gestion professionnelle des emplois et des compétences, à la fois parce qu'il faut anticiper leur départ et leur renouvellement, mais également parce qu'il faut anticiper la formation des gens qui les remplaceront. Et notamment, moi j'ai vu des choses assez intéressantes de mise en place en termes de tutorat, c'est-à-dire identifier parmi les salariés les plus expérimentés qui quitteront l'entreprise dans quelques années, ceux qui seraient motivés ou qui auraient envie de contribuer à la formation, à l'encadrement et à la progression de salariés plus jeunes et donc des dispositifs de ce type dans des projets, dans des accords GPEC ou mis en avant à l'occasion de missions sur la stratégie et la GPEC. Et puis, dernier point, pour le coup, que les représentants du personnel mettront souvent en évidence eux-mêmes sans notre aide, mais qu'on doit prendre en compte fortement, tout ce qui est relatif aux qualifications, aux classifications, aux rémunérations sont des sujets importants de GPEC. Il y a en fait une vision historique de la GPEC où on parle surtout de compétences, et entre guillemets, on ne parle pas d'argent. C'était dans les contextes antérieurs d'il y a quelques années pas forcément pertinent. Aujourd'hui, où les entreprises ont besoin de fidéliser leur personnel, d'éviter un trop fort turnover, les questions relatives à l'intéressement, aux rémunérations sont essentielles et j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps d'une entreprise où était en train de s'amorcer une fuite de compétences pour plusieurs raisons et la discussion sur la GPEC a mis en évidence le fait qu'il y avait besoin d'actions permettant de retenir certaines compétences qui étaient en train de quitter l'entreprise avec un panel de solutions qui a été identifié, dont des sujets relatifs à la rémunération, la mise en place d'un accord d'intéressement. En tout cas, si on fait la liste des questions et des sujets, des leviers d'action qui peuvent être mobilisés dans le cadre de la GPEC, vous voyez que c'est extrêmement large et particulièrement utile pour les représentants du personnel et ça conduit à des missions pour nous très intéressantes.
Avant de passer la main à Francis, un dernier point que je vous présente, parce que si dans les entreprises, il n'y a pas d'approche normalisée, hein, comme je vous le disais, chaque entreprise choisit ses méthodes, choisit ses priorités. Il y a la petite grille d'analyse que je vous présente là, est quand même en général toujours pertinente et utile. Cette grille d'analyse permet de passer en revue l'ensemble des métiers de l'entreprise et de les classer en 4 catégories. Ces catégories d'ailleurs pouvant parfois se superposer, comme dans toute typologie, il faut la gérer finement et avec intelligence. Quand on arrive, soit parce que l'entreprise a fait ce travail, et dans ce cas-là, on l'analyse et on en fait une lecture critique et pédagogique, soit l'entreprise n'a pas fait ce travail, et ça peut être une méthode de questionnement dans les entretiens qu'on a avec le DRH ou avec certains responsables opérationnels, une méthode de questionnement assez simple et qui produit un livrable très utile, c'est de poser la question de quels sont aujourd'hui dans l'entreprise les métiers nouveaux ou les métiers en croissance. Bon, par exemple, vous aurez souvent des métiers nouveaux liés au numérique ou des métiers qui sont positionnés sur des segments d'activité où la demande se développe. Voilà, par exemple, tous les métiers liés à la transition énergétique seront forcément en croissance dans les entreprises. Donc, première catégorie de métiers qu'on peut lister. Ensuite, quels sont les métiers en tension? C'est les métiers en pénurie. Donc, par exemple, vous aurez souvent dans les entreprises tous les métiers de la sécurité informatique qui sont en pénurie. C'est des métiers où il y a un manque de formation et de main-d'œuvre disponible sur le marché. Si vous êtes, je parlais d'une entreprise de transport il y a 10 minutes, si vous êtes dans le transport, vous aurez des métiers en pénurie sur les conducteurs. Vous avez sans doute vu il y a quelques jours qu'il manquait des centaines de conducteurs pour conduire nos enfants dans les transports scolaires. Donc, quels sont les métiers en tension? Quels sont les métiers en transformation? C'est-à-dire quels métiers continueront à exister, mais ne seront plus les mêmes? Par exemple, les métiers de maintenance dans une entreprise qui n'était pas très robotisée et qui passe sur des installations robotisées et automatisées, les mêmes métiers de maintenance se transformeront profondément. C'est-à-dire il faudra compléter la formation des salariés en place et sans doute recruter d'autres salariés pour étoffer le champ de compétences du service maintenance. Et puis vous avez, et c'est le propre des transformations économiques, vous aurez des métiers en déclin qu'il faut identifier de façon à anticiper comment ces métiers sont gérés. Est-ce qu'on formera les salariés sur d'autres activités? Est-ce que le déclin est moins rapide que les départs en retraite, auquel cas ça se gère tout seul? Est-ce que l'entreprise, il y a un risque qu'elle prévoit un plan de réduction d'effectifs? Donc toutes ces questions-là sont à poser et cette grille d'analyse peut vous y aider fortement. Si vous allez d'ailleurs voir sur les observatoires de branche, des emplois de la branche, assez souvent les rapports qui sont faits aux observatoires de branche utilisent cette typologie d'évolution des métiers. Francis, je vais te passer la main. Tu m'entends là? Vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. Oh, c'est bon, d'accord. Philippe, tu gardes la main sur les slides qui passent, c'est ça? Je ne sais pas si Philippe m'entend, ça peut pas l'air évident. Oui, Francis, on vous entend et Philippe passe les slides. D'accord. Ok. Alors, fais voir le slide précédent, le 11. Donc, on se cale un peu là. Voilà. Philippe, remis en arrière. On est
on est bien sur le... il faut revenir en arrière sur le slide d'avant parce que on a un problème technique là. Claire, si vous m'entendez, ça va peut-être essayer d'agir. En fait, je voudrais faire le lien entre le slide précédent et celui-là. N'oubliez pas que vous pouvez intervenir à travers la mention de chatter sur la droite de votre écran pour que des questions puissent être prises éventuellement. Donc, n'hésitez surtout pas. Merci. Alors. J'ai un problème technique. J'ai un problème sur le... Je vois plus l'écran. C'est pas très facile. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai perdu le fil de mon écran. Changer la présentation. Je vois plus. Philippe, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends à nouveau. Alors, Moi, du coup, Francis, il faut que vous remettiez en paramètre d'affichage la présentation en grand et Francis vous demandait de passer les slides. D'accord. Est-ce que je suis sur la bonne ligne? Oui, allez-y, basculez entre le mode présentateur. Vous aviez... Voilà. Parfait. Moi, j'arrive plus. La présentation en grand. Afficher, arrêter, non? C'est Philippe qui a la main sur les slides de Francis. Et donc, du coup, on est sur les incidences sur l'organisation du travail. Et moi, j'ai plus le plein écran. En fait, je vois plus pas ce que j'ai dû faire. Et en fait, je vois plus le slide. Ah, c'est un peu compliqué. Je sais pas ce qui s'est passé. Il faut absolument que je le voie puisque je n'ai pas. Je suis désolé, mais c'est vraiment ces problèmes techniques, ça, quand on passe de l'un à l'autre. Voilà, ça y est. J'y Bon. suis. C'est bon? Donc on est bien. Ouais, c'est bien sur. Voilà, d'accord. C'est bien sur La le slide slide 12. 12. D'accord. Est-ce que c'est sur la bonne slide, Francis? On est désolé pour ce... Ouais, on avait un problème technique de coordination. Je ne sais pas si c'est le premier. Le 11, c'était quoi déjà? Oui, non, c'est bien ça. Voilà, c'est ce que tu as fait. Voilà. Okay. Alors, en fait, dans ce que vient, bonjour à tous, donc dans ce que vient de présenter Philippe, moi je vais continuer par le fait que la mission sur les orientations stratégiques d'une manière générale et le volet social lié à cette mission et consultation, elle ouvre un champ très très vaste au niveau de l'entreprise qui entraîne un certain nombre d'incidences. Et les incidences qui sont importantes, hein, elles touchent notamment à l'organisation du travail.
En réalité, ce qu'on trouve régulièrement, ce sont des orientations stratégiques qui vont déterminer un certain nombre de prévisions et d'évolution de l'entreprise et de ses métiers, mais jamais, peu, sont prévus les incidences sur l'organisation du travail, et c'est pourtant extrêmement important. Parce que l'organisation du travail, elle regroupe un vaste ensemble d'éléments qui se trouvent en interaction, et que ces interactions, il faut qu'elles soient régulées. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une régulation de la structure concernée, c'est-à-dire l'entreprise, les problématiques de communication et de circulation de l'information, la prise en compte des facteurs externes qui sont liés à l'évolution des process ou la prise en compte des contraintes de temps. Tous ces facteurs qui touchent l'évolution de l'organisation du travail, que vous connaissez tous, je dirais, par les manuels classiques sur l'OST, l'Organisation scientifique du travail, se trouvent percutent complètement le collectif des salariés et donc percutent complètement ce qui va se passer pour l'avenir. Et c'est là qu'on retrouve les problématiques de GPEC vues tout à l'heure avec Philippe, dans lequel on essaye de mesurer, de comprendre, d'accompagner l'évolution des conditions de travail et des compétences. Donc, il faut adapter l'entreprise au changement, et cette adaptation nécessite de prendre en compte tout un ensemble de dimensions, dont la dimension humaine, et que les salariés doivent être des parties prenantes de ce changement. On ne peut pas envisager de faire évoluer l'organisation et non le travail des équipes sans qu'ils deviennent d'une manière ou d'une autre des acteurs de cette évolution, puisqu'on n'est plus au début du siècle dernier dans lequel on avait des systèmes tayloriens extrêmement précis et dans lequel on pouvait déconnecter l'organisation des personnes. On est maintenant sur des circuits beaucoup plus compliqués, beaucoup plus complexes, dans lesquels les salariés sont des parties prenantes. Et on retrouve tout ça, évidemment, dans les prévisions, les plans stratégiques, la GPEC, avec un ensemble indissociable. Voilà, donc tu peux passer la slide suivante. Alors, ce qui a été évoqué tout à l'heure au titre de la GPEC, qu'on vient d'analyser sur la problématique de l'organisation du travail. L'organisation du travail, une des composantes de l'évolution. La deuxième composante, c'est l'évolution sur les formes d'emploi. Dans nos économies actuelles, qui sont en perpétuelle évolution, l'emploi classique, c'est-à-dire l'emploi direct qui est celui qui est lié au CDI, hein, c'est devenu une réalité qui est uniquement partielle, et cette réalité, elle est même vécue par certains comme une contrainte, puisque on prône de plus en plus l'entreprise dans laquelle on va supprimer tout un tas d'emplois pour travailler essentiellement avec des sous-traitants, et donc, ou alors avec des formes d'emploi un peu qui sont liées aux auto-entrepreneurs, par exemple. Et donc, du coup, on se retrouve, comme par exemple, chez Uber, ou des choses comme ça, on n'est plus du tout dans l'emploi classique, qui s'inscrit dans une durée avec une évolution. Ça, c'est une contrainte importante, et il faut lier donc le plan stratégique avec l'évolution des process et l'évolution des emplois. Il faut absolument qu'il y ait un lien, et on retrouve bien l'orientation stratégique, à savoir que
Les orientations stratégiques, ce n'est pas uniquement des prévisions d'activité, c'est aussi des prévisions d'emploi, et des prévisions d'emploi quantité, mais en qualité. Donc, en fonction de l'évolution du process, on aura une évolution des emplois. On va aussi intégrer un certain nombre d'éléments qu'il faut connaître et qui sont liés au recours à la sous-traitance, puisque la sous-traitance est devenue une composante du collectif, aussi bien la sous-traitance de capacité que de compétences. Les délocalisations sont également des éléments très importants, et pas uniquement les délocalisations industrielles qu'on trouve quand on va par exemple créer une unité de production en Roumanie, mais c'est aussi des délocalisations sur des fonctions corporate ou des fonctions support, dans lesquelles on va retrouver des pôles divers. Par exemple, on peut avoir des grands groupes dans lesquels on a des pôles comptables qui sont au Mexique, des pôles financiers qui sont en Inde, et tout un tas d'éléments comme ça. Donc évidemment, on se retrouve avec un éparpillement des emplois, des formes d'emploi qui ne correspondent plus du tout à l'analyse historique qu'on peut en avoir, telle qu'on pouvait la concevoir il y a 30 ans. L'intérim, bien sûr, c'est une composante, les contrats temporaires et les stages. Donc, toutes ces formes d'emploi sont à analyser. Et ce qui est un peu compliqué, c'est qu'en fait, souvent, c'est mal mesuré. Souvent, c'est pas repéré par les salariés parce que l'information est insuffisante. Et donc, de ce fait, les représentants des salariés qui sont consultés sur les orientations stratégiques ne repèrent pas toujours ces éléments et maîtrisent mal, de fait, les tenants et les aboutissants. Et c'est quand même très important puisque c'est ce qui va conditionner l'avenir de l'emploi dans l'entreprise sous toutes ses formes. Donc, ces incidences des orientations stratégiques sur l'emploi doivent être abordées. C'est un élément qui doit apparaître d'une manière ou d'une autre en fonction, bien sûr, des orientations de l'entreprise. Vas-y, Philippe. On a évoqué tout à l'heure dans l'ensemble des composantes sur la GPEC, le plan de formation et le plan de développement de compétences. Alors, c'est un élément important parce que le plan d'action qui va définir, je dirais, la mise en œuvre des objectifs en termes de ressources humaines, ce n'est pas uniquement une construction théorique. Il faut qu'il y ait une réalité. C'est-à-dire qu'on a vu, par exemple, tout à l'heure, au niveau de la typologie des emplois, qu'il y avait les emplois d'aujourd'hui, les emplois de demain, les emplois qui étaient dans lesquels on n'en avait pas suffisamment, et les emplois qui pouvaient évoluer en fonction des process ou de l'évolution technologique. Il y a donc un lien important entre les emplois d'aujourd'hui, ce que nous sommes, et ce que nous souhaitons devenir, quels seront les emplois de demain. Et cette prévision des évolutions, des adaptations, est un élément important, je dirais même essentiel, sur le lien qui existe entre le plan stratégique présenté dans la consultation et la GPEC traduite concrètement dans le plan de formation. Le plan de formation, c'est un élément très important. Du reste, c'est un élément qui s'inscrit dans l'information consultation des représentants des salariés. Alors évidemment, on ne le voit pas forcément dans la consultation sur la orientation stratégique, mais parmi les éléments qui doivent être pris en compte dans les informations consultation, le plan de formation est un élément essentiel. Et ce plan de formation est en plus pluriannuel. Évidemment, on ne construit pas un plan de formation uniquement sur une année, on construit en fonction d'un objectif qui est donné. Voilà, vas-y. Tu peux y aller, Philippe? C'est bon.
Ouais. Alors, du coup, on arrive à un élément qui est un élément important qu'avec Philippe, on a souhaité aborder parce que on est ici donc sur une population d'experts comptables comme nous qui travaillons plus ou moins auprès des CSE, et pour ceux qui ont un tout petit peu d'expérience, ils peuvent se poser la question de savoir le lien qui existe en fait entre la consultation sur la politique sociale et la consultation sur les orientations stratégiques. Parce que finalement, dans une vision un peu classique des choses, les orientations stratégiques, c'était les prévisions d'activité, et la consultation sur la politique sociale approchait tous les problèmes d'emploi. En fait, c'est plus nuancé que ça, puisqu'il y a bien 3 consultations obligatoires, mais celle relative aux orientations stratégiques induit bien un volet social essentiel qu'on vient de vous développer depuis tout à l'heure. Donc, la consultation annuelle sur la politique sociale, elle intègre en gros une dizaine de catégories d'informations différentes à travers des indicateurs qui sont tous présentés dans la BDESE. Donc, cette base de données économiques, sociales et environnementales est alors là, c'est une espèce, je voudrais faire un petit focus là-dessus, c'est un élément essentiel. C'est-à-dire que finalement, la construction de la BDSE, c'est une construction qui remonte à 7 ans dans les négociations d'entreprise au niveau global, quand il y a eu l'accord national, et c'était considéré comme une vraie base de données interactive et évolutive. Et aujourd'hui, elle est imparfaite, elle est très différente d'une entreprise à l'autre, mais en théorie, si elle est complète, elle doit intégrer énormément de paramètres et pratiquement l'essentiel des paramètres qui intéressent les salariés. Pourquoi? Parce qu'on va trouver tout ce qui touche à l'emploi, au salaire, aux qualifications, à la formation, à l'égalité homme-femme, à la durée du travail, au travail temporaire. Toute cette consultation, qui est reprise dans la BDES, ouvre tous les champs. Donc ça, c'est quand même très important. Avec en plus, dans la consultation sur la politique sociale, le volet santé au travail et prévention des risques. Évidemment, puisque il ne vous aura pas échappé que dans l'évolution de 2017, donc avec les ordonnances Macron, on n'a plus de CHSCT, donc c'est bien le CSE, dans sa dimension actuelle, qui intègre les problématiques de santé et de prévention des risques à travers la commission spécifique, la commission santé au travail. Donc ces problèmes-là sont bien évoqués et abordés dans le cadre du CSE. Alors, le lien est évident, mais les deux consultations sont néanmoins distinctes. On peut, si on voulait simplifier pour être clair, on pourrait dire que la consultation sur les orientations stratégiques, c'est un peu une vision pluriannuelle et future, alors que la consultation sur la politique sociale, c'est un peu une monographie du présent, donc c'est une base d'informations, du futur immédiat, c'est-à-dire l'année qui vient, et du passé. Ce qui permet de déconnecter les deux, c'est bien une vision stratégique sur un avenir à plus long terme. Donc, vous voyez que les deux sont essentiels. Elles n'ont pas exactement les mêmes orientations. Et très souvent, elles n'ont pas la même temporisation à l'intérieur de l'année, puisqu'on trouve souvent la consultation sur les orientations stratégiques au moment où l'entreprise elle-même fait sa stratégie, c'est-à-dire en fin d'année par rapport aux exercices suivants. Donc, tu peux continuer, Philippe. Alors, une fois qu'on a dit tout ça depuis tout à l'heure, on se retrouve quand même devant une question qui est une question qui nous intéresse tous, c'est-à-dire comment est-ce que nous,
en tant qu'expert comptable, on va pouvoir analyser les documents qui nous sont donnés et comment on va pouvoir mobiliser en interne des compétences pour, je dirais, être efficace. C'est-à-dire, on n'est pas des répétiteurs, on n'a pas à reprendre les documents qui nous sont donnés comme tels, il faut pouvoir les analyser. Donc, nous, en tant qu'experts comptables, on est des généralistes dans le sens où on approche toutes les dimensions, mais aussi on est des spécialistes de l'entreprise de par l'expérience qu'on peut avoir. Donc, ce qui convient de mobiliser au sein du cabinet, c'est des compétences croisées dans une vision matricielle. Alors, je m'explique là-dessus. Bien évidemment, selon l'importance du cabinet, on ne peut pas arriver à tout sectoriser. Mais ce qui est important quand on parle d'organisation matricielle, c'est par exemple de dire que on va avoir au sein du cabinet, par exemple, des collaborateurs qui sont spécialisés plutôt sur l'analyse sociale, pour les uns, plutôt sur l'analyse financière, sur les autres, ou sur l'analyse sectorielle. Comment on arrive à se dépatouiller avec tous les documents sur Internet qui existent pour mieux comprendre un secteur. Donc ça, ce sont des compétences spécifiques qu'on peut arriver à segmenter. Et l'aspect matriciel, c'est qu'on les croise avec des compétences qui sont liées, je dirais, au secteur d'activité dans lequel on intervient. C'est un peu plus compliqué quand on est sur des petits cabinets à dimension humaine, mais on peut très bien avoir, par exemple, un collaborateur qui connaît bien le domaine de l'économie sociale, par exemple, et qui en même temps a une analyse, je dirais, une connaissance de l'analyse sociale qui lui permet de croiser les deux compétences. C'est la seule façon, si vous voulez, pour arriver à des analyses assez pointues et s'adapter à des secteurs extrêmement différents. Il n'est pas possible d'approcher de la même manière l'orientation stratégique d'une banque et ses conséquences sur l'emploi avec celle du secteur sanitaire et social, par exemple le secteur de l'aide à domicile, parce que les éléments économiques sont fondamentalement différents et les conséquences sociales sont également fondamentalement différentes. Alors, on a tous des capacités d'adaptation, c'est clair. Peut-être nous, en tant qu'experts, un peu plus que nos collaborateurs, mais ceci étant dit, on a des limites. Et en plus, comme il faut qu'on soit quand même suffisamment compétent pour, je dirais, analyser les documents que les représentants des salariés nous demandent d'analyser parce que eux-mêmes n'y arrivent pas vraiment, il faut vraiment mobiliser des compétences, c'est une réalité. Voilà, tu peux continuer. Alors, une fois qu'on a mobilisé ces compétences, une fois qu'on a fait nos analyses et qu'on a récupéré, je dirais, toutes les informations, on se situe avec une question qui est quand même importante, c'est le process de la vie. Bon. L'information en consultation, c'est un délai de 2 mois dès lors qu'il y a un expert comptable qui intervient. C'est un temps qui est à la fois suffisant et très court. Parce que, pourquoi très suffisant et très court? 2 mois, en théorie, c'est suffisant. Mais dans les faits, il faut quand même qu'on arrive à accéder à l'information, et je dirais accéder à toutes les informations, les traiter et restituer en amont de la vie nos conclusions au CSE, de manière à ce que le CSE puisse se les approprier et qu'on puisse construire ensemble un avis. Donc on attire l'attention sur cet aspect délai et sur cet aspect difficulté d'accès à l'information
Alors, quand je parle de difficultés d'accès à l'information, je ne parle pas forcément de... Il y a deux approches. Hein. Il y a soit l'entreprise est de mauvaise foi et ne vous donne pas l'information, donc ça devient assez compliqué de l'obtenir, soit elle est brouillon et insuffisamment structurée, et en fait, elle n'a pas les informations qu'on lui demande. C'est-à-dire que les prévisions, les orientations stratégiques, c'est un PowerPoint d'une dizaine de pages avec des généralités sur l'évolution de l'entreprise, et avec ça, il faut faire une consultation. Donc, l'accès à l'information, c'est aussi, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est? Et on ne peut pas se substituer, on est d'accord, c'est pas à nous de construire les orientations stratégiques de l'entreprise. On doit examiner celles qui sont faites, les critiquer, voir ce qui devrait être fait, mais il n'est aucunement question de se substituer à l'entreprise pour définir des orientations stratégiques. Alors, l'avis doit être formalisé par les élus et non par l'expert. Nous, on participe, si vous voulez, à tout ça. Dans notre rapport, on doit mettre en évidence les forces et les faiblesses des informations transmises sur le volet social, notamment, et les compléments ou corrections nécessaires à apporter. Mais si, par exemple, les orientations stratégiques, c'est un prévisionnel d'activité à 3 ou 5 ans dans lequel on voit très clairement des orientations sur des nouveaux produits qui vont induire de nouveaux métiers, de nouvelles compétences, que rien n'est abordé si ce n'est quelques généralités, il est clair que là, il faut qu'on insiste pour dire aux représentants des salariés, il faut que dans votre avis, vous puissiez pointer cet élément qui est un élément insuffisant par rapport à l'avenir. Alors, il ne vous échappera pas non plus que dans l'hypothèse où l'expert intervient également sur la consultation sur la politique sociale, pas forcément en même temps, hein, mais s'il intervient sur cette mission, il sera bien plus efficace parce qu'il aura plus d'informations et d'outils d'analyse pour mesurer, comme on le disait tout à l'heure, sur la politique sociale, est-ce que réellement il y a des éléments de prévision qui sont intégrés? Est-ce que le volet social de l'orientation stratégique existe? Donc, c'est pour ça que dans la réalité, dans la pratique, il ne faut pas hésiter, quand on est désigné sur les orientations stratégiques, à très vite poser la question de la politique sociale. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est quand même une nécessité. Vas-y. Alors, on doit terminer. Donc, dans la conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'expert comptable reste le conseil privilégié du CSE. Hein, c'est-à-dire que finalement, le CSE, il est souvent accompagné sur ses activités économiques. Il est souvent accompagné par des avocats, mais qui ont une vision très juridique des choses. Et l'expert comptable est vraiment la fonction qui permet d'aborder un peu toutes les questions. Donc, c'est bien un conseil privilégié du CSE. Ce qui nécessite d'avoir une conception un peu permanente de l'intervention, ce qui n'est pas forcément évident, parce que c'est pas comme ça que ça se construit, puisque c'est des temps particuliers. Mais si on arrive dans les grandes structures dans lesquelles les CSE sont bien structurés, avec des équipes syndicales fortes, il y a bien des accords qui sont passés et l'expert devient en quelque sorte un élément incontournable et permanent du CSE. Pour décoder et comprendre les enjeux, parce que de toute façon, l'information étant de plus en plus compliquée, il est clair que les représentants des salariés ne peuvent à eux seuls tout comprendre. Ils ne sont pas toujours positionnés au bon endroit, mais ce qui est clair, c'est que s'ils sont seuls, il y a peu de chances d'y arriver. Pourquoi? Parce que quand on est dans les CSE, on voit que la structure de la population des élus
elles ne correspondent pas à des cadres moyens ou supérieurs capables de tout comprendre. Souvent, on est sur des populations d'employés, de cadres moyens, de gens qui sont déconnectés et loin des outils de pilotage de l'entreprise, connaissent plus la réalité du terrain au quotidien, et du coup, ne comprennent pas les éléments financiers, et on est là pour les conseiller et pour les accompagner. Donc, parmi les 3 consultations, celle relative aux orientations stratégiques et ses conséquences, et donc la plus orientée vers l'avenir, et donc la plus importante. Elles sont toutes importantes, mais celle-ci, c'est celle qui va permettre de voir si l'entreprise prépare son avenir. S'il n'y a pas d'orientation stratégique, s'il n'y a pas d'information, s'il n'y a pas de prévision, on peut être inquiet sur l'avenir de l'entreprise. Le volet social et la GPEC, pourtant essentiel, est souvent mal renseigné et parfois oublié. On voit beaucoup d'éléments sur les orientations stratégiques dans lesquels, encore une fois, on va voir des prévisions d'activité, des prévisions de chiffre d'affaires, voire des prévisions de résultats. On va raisonner en termes de part de marché, mais par contre, on n'aura plus rien d'autre en termes d'emploi. Donc, ce sera extrêmement insuffisant et extrêmement anxiogène pour les salariés qui peuvent se dire « mais qu'est-ce qui va se passer demain ?» Donc, la qualité de l'information et les bonnes questions, ça renvoie à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la compétence, sur les compétences multiples et croisées des collaborateurs qui travaillent. Et toutes ces questions relatives à la GPEC qui sont essentielles parce que c'est ce que je venais de vous dire à l'instant, c'est l'ambition de croissance de l'entreprise. On voit la qualité de l'entreprise à la qualité de l'information qu'elle est capable de fournir. Les entreprises bien gérées, bien managées, qui sont saines, ont des informations de qualité, et les entreprises qui sont un peu en désordre ont des informations de mauvaise qualité ou pas d'informations du tout. Et ça, c'est évidemment, on est là aussi pour tirer la sonnette d'alarme. Voilà. Ben, j'ai terminé, je crois, la présentation qu'on a fait avec Philippe. J'espère qu'on a répondu à un certain nombre de vos questions. En tout cas, s'il y en a d'autres, ben, il ne faut pas hésiter à les poser. Merci Francis, merci Philippe. Cette présentation qui me semblait, moi, assez claire. Et je voudrais insister quand même auprès de nos amis présents ce matin sur certains points de cette mission aussi importante et aussi particulière. Nos confrères qui sont encore présents ont ou n'ont pas l'expérience des missions auprès des CSE. Certains ont l'expérience certainement auprès de la comptabilité des CSE et d'autres pas forcément au sein de ces missions de consultation. Une information que je voudrais vous donner, c'est que vous allez recevoir bientôt une newsletter qu'on est en train de mettre en place. Donc, on va diffuser dorénavant 2 newsletters annuels sur le thème du CSE avec des éléments pratiques concernant la conduite des missions ou de la jurisprudence ou des éléments particuliers à connaître. Dans ce qu'on a vu ce matin, cette mission est particulière et dans la conclusion d'ailleurs, Francis Marquand l'a indiqué. C'est une mission qui renseigne sur l'avenir de l'entreprise. La stratégie, c'est un point important et juste avant, Philippe Gervais avait insisté sur l'importance de la gestion des emplois, sur les plans de formation, sur les différents métiers à apprécier. Bref, c'est une mission à haute valeur ajoutée. C'est une mission qui décide des compétences particulières et dans lesquelles l'expert comptable doit s'impliquer. Les collaborateurs lambda du cabinet, sans mépris de ma part quand je dis lambda, c'est que dans nos cabinets d'expertise comptable, en règle générale, nos collaborateurs sont de formation comptable ou d'expertise comptable assez orientés technique. Or là, il faut sortir du cadre. La technique, c'est des outils pour apprendre, bien sûr, à décrypter, à comprendre, mais là, on s'intéresse à des aspects très particuliers, comme la stratégie, adaptée à un environnement, à une conjoncture particulière, avec le besoin
de communiquer auprès des élus de CE. Ça veut dire que c'est une cible qui n'est pas la cible habituelle des experts comptables que sont les chefs d'entreprise, petites, moyennes ou grandes, ou les professions libérales, ou toutes les clientes classiques des experts comptables. C'est que les élus des CSE, qui sont donc ceux qui entendent nos recommandations, nos études, qui nous lisent, c'est une population qui n'est pas forcément de formation, management, gestion, finance. Ce qui veut dire que nous devons faire un travail important de décryptage pour restituer de façon claire et limpide à des personnes qui n'ont pas notre formation, bien entendu, ce qu'on veut qu'ils sachent. Sachant que, et Francis Marquand l'a précisé à la fin, ce n'est pas à nous d'émettre un avis sur la stratégie de l'entreprise, ce sont les élus. Donc nous sommes des souffleurs, nous sommes des décrypteurs, des journalistes de l'information. Et comme tout journaliste, théoriquement, quand on écrit ou quand on parle, c'est pour être compris ou entendu ou lu, ce qui veut dire que nous devons faire un gros effort de décryptage dans notre écriture, dans la façon dont on va présenter l'information pour aider les élus à assurer leur mission, qui est une mission qui n'est pas facile. Francis Marquand l'a dit à plusieurs reprises, c'est que on n'a pas toujours facilement l'information quand on fait ces missions d'expertise comptable pour les CSE. On ne l'a pas toujours parce que certains dirigeants considèrent qu'il faut ne pas trop communiquer, bien que nous expliquons toujours que aux dirigeants d'entreprise, une entreprise qui réussit, c'est une entreprise dans laquelle les salariés comprennent le projet de leur entreprise, sont associés à une démarche, où il y a une communication, où il y a une considération, où on donne du sens au projet quotidien du travail. Mais quelquefois, c'est un peu compliqué pour nous d'avoir de l'information, d'autant plus que là, par rapport à la mission que nous pouvons assumer comme l'examen de la situation économique et financière, ou sur les comptes, pour faire simple, la stratégie, c'est quand même l'élément très on est dans le cœur du réacteur. Et bien souvent, on va nous dire, oui, ça c'est top secret, on ne peut pas le dire, attention, la concurrence, on ne sait pas où vont les documents, on ne peut pas l'écrire, on ne peut pas le dire, on est coté en bourse, on ne peut pas le dire, bref, tout ce que l'on veut comme argument. Or, quand on assure ces missions, et nos confrères Philippe Gervais et Francis Marquand, que je connais depuis longue date, parce qu'on travaille depuis longtemps ensemble au niveau de nos instances, pour les confrères, et nous avons une certaine pratique de ces missions, nos confrères savent bien à quel point ces missions sont passionnantes, mais aussi sont extrêmement exigeantes en termes de travail d'autre part, d'analyse, de mise à jour des connaissances, de décryptage et de communication. C'est un point important parce que j'insiste là-dessus, parce que dans nos métiers, quelquefois, on a l'impression que la technique suffit. Pour ces missions-là, la communication est essentielle. Il faut bien comprendre, quand on communique, qu'il y a un émetteur et un récepteur, et que pour que la communication passe, il faut que le récepteur puisse comprendre ce qu'envoie l'émetteur. Donc il faut bien comprendre à qui on parle. On n'a pas forcément le même dialogue avec un dirigeant d'entreprise, avec un élu du CSE, non pas pour bêtifier les choses, mais il faut employer des mots qui puissent comprendre. Et nous observons aussi, avec ces missions-là, que nous faisons monter le niveau de compétence des élus des CSE, ce qui est une très bonne chose. Et quand on est renouvelé dans nos missions, on voit bien qu'au fil du temps, les élus nous demandent des missions, sont plus exigeants pour cibler nos missions, ce qui est une bonne chose. Ça nous oblige aussi à nous améliorer, à progresser. Et vraiment, je veux dire à ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas l'expérience pour l'instant, que ce sont des missions passionnantes. D'abord, je pense qu'on fait un métier passionnant globalement et que ceci fait partie des missions qui nous font monter en compétences et qui nous vraiment nous permettent de rendre notre métier encore plus utile. Parce que le dialogue social, au-delà des mots, c'est une pratique. Et dans cette pratique, l'expert comptable, moi c'est ma conviction, a une véritable carte à jouer et nous voyons bien combien de conflits nous pouvons éviter, combien de facilitation de dialogue nous avons réussi à mener. Et donc, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent et qui ont l'expérience de ces missions, s'ils veulent dire partager avec nous au profit des confrères leur expérience,
ils sont les bienvenus dans notre comité des experts des CSE, celui qu'ils écrivent au Conseil de l'Ordre à Paris. Ils ont les coordonnées et donc ils sont les bienvenus. Nous avons beaucoup de projets et il y a de la place. Voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'ai vu que c'était tellement limpide que les questions, il n'y en a pas eu d'écrites. Donc, je veux croire que ce n'est pas parce que ça ne marchait pas. J'ai testé, ça marchait. Donc, voilà. Merci mille fois à Philippe Gervais et à Francis Barcan qui ont beaucoup travaillé ce sujet complexe pour le rendre riche et compréhensible par tous. Merci beaucoup. Rendez-vous pour la prochaine matinale que nous organiserons d'ici 3 mois probablement. Nous sommes là au mois de juin si je ne me trompe pas, donc normalement c'est septembre-octobre, et vous serez informés. Merci à tous et n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire à l'ordre, on est à votre disposition, à votre écoute. Merci, merci aux intervenants et merci à vous tous auditeurs qui êtes restés fidèles. Je vois que en 1h30 de matinale, on n'a pas vu de départ et c'est une très bonne chose. Merci beaucoup, bonne journée, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Bonne journée à tous.